Bonjour, bienvenue à vous Bernard Rumens, vous êtes l'administrateur délégué de l'UOPC, une très grande librairie bruxelloise. Bonjour. Bonjour Jacques. Alors vous venez pour fêter votre centenaire. Voilà, nous on ne les paraît pas, mais en tout cas l'entreprise est arrivée jusque-là et on est très fiers. Alors l'UOPC est une assez grande librairie à Bruxelles, connue de pas mal de nos auditeurs. C'est peut-être la plus grande librairie dite chrétienne de Belgique francophone. Oui, effectivement, avec l'évolution du temps et le regroupement de certaines librairies, nous sommes devenus de loin la plus grande et encore plus la plus ancienne. Voilà. Alors c'est une aventure que vous avez initiée vous-même. Alors donc forcément il y a 100 ans, c'est pas nous. À l'origine, la librairie était l'imprimerie de l'évêché du Brabant. Et elle imprimait des affiches et des brochures pour les églises en majorité. Et puis, par le fil du temps, donc on a commencé à la place Saint-Boniface, à Bruxelles, donc certains connaissent peut-être. Et puis, rapidement, il y a eu un déménagement vers la chaussée d'Ouavre avec une multiplication des activités, à savoir, à l'époque, les frontières n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, il y a eu de l'importation de publications en français, mais venues d'autres pays. Donc, canadiennes et françaises essentiellement. Et ça a été le cas pendant de nombreuses années, jusque dans les années 80, ainsi que une association donc avec le journal que vous connaissez bien, qui est devenu le Journal Dimanche entre-temps. Mais donc, son prédécesseur était diffusé, distribué par l'UOPC pendant un certain nombre d'années. Et depuis les années 85, la seule activité qui reste, qui est notre activité unique et principale, donc c'est la commercialisation de livres, la revente de livres et d'objets artisanaux religieux. Alors l'UOPC, c'est un nom bien particulier quand même. Que signifient ces 4 lettres ? Alors la signification, il y a une signification officielle, mais c'est surtout que je veux lui donner depuis que je suis présent dans l'UOPC, c'est une ouverture pour chacun. Je pense que la mission aujourd'hui de l'UOPC n'est pas d'être un magasin d'évêchés comme il aurait pu l'être dans le passé. Aujourd'hui, c'est de mettre à disposition un maximum d'ouvrages chrétiens pour susciter le dialogue, l'Église étant plurielle. Chez nous, il y a la place pour chacun et on a une grande salle qui nous permet d'avoir des exposés et des échanges avec le public, quelle que soit sa tendance. Et nous voulons aussi nous ouvrir davantage aussi au dialogue interreligieux. Alors vous proposez, d'après ce que l'on voit sur votre site internet, 50 000 articles sur une surface de 1000 mètres carrés. Donc 50 000 articles, 50 000 livres différents. Oui, tout à fait. Donc il y a objet d'artisanat religieux, donc il y en a un bon millier de ce côté-là. Mais la majorité, ce sont des livres différents. Oui. Il faut savoir que dans le monde de l'édition, il y a quand même en français à peu près entre 75 000 et 80 000 publications de nouveaux livres chaque année, dont à peu près 10% de livres d'origine chrétienne, d'une façon ou d'une autre. Donc le livre chrétien a une santé encore d'acier. En tout cas, au niveau de la production, oui, la vente, ça dépend un peu des éditions. Il y a des choses un peu plus pointues qui intéressent malheureusement de moins en moins de monde, ou qui sont plus ardues. Les gens n'ont pas nécessairement l'information, j'en fais partie. Mais effectivement, il y a encore énormément de choses qui sont produites, entre autres de magnifiques choses, plutôt du côté de nos amis protestants. En ce qui concerne l'éveil religieux, il y a vraiment de magnifiques choses pour aider nos enfants, les plus petits qui sont de moins en moins guidés, peut-être encore un peu par la paroisse et encore, mais certainement plus à l'école, pour les aider à cheminer vers leur communion, les fêtes de la foi, et les aider à grandir dans leur foi. Alors vous nous disiez qu'il y avait un nombre assez impressionnant de livres religieux publiés chaque année. Oui, tout à fait. Donc on parle de 7 à 8 000 encore toujours chaque année. Ça peut paraître très étonnant, mais c'est religieux au sens large, parce que naturellement aujourd'hui, quand on dit religieux, parfois il y a des mélanges avec la spiritualité à un sens beaucoup plus large. Donc ça, je ne connais pas exactement le classement tel qu'il est repris par les statisticiens, qui ne sont certainement pas des spécialistes en matière de religion chrétienne. Donc il faut un peu voir ce qu'ils mettent là-dedans. Mais en tout cas,
des gens qui sont en recherche, et ça c'est vraiment le cœur de notre public, en recherche d'approfondissement de leur foi ou d'une voie pour leur vie, pour la suite de leur parcours. Là, on parle de 7 à 8 000 références par an. Oui. Ça fait 40 nouveaux bouquins par semaine. Tout à fait. Donc c'est une gestion énorme et assez archaïque malheureusement du commerce, puisque pour pouvoir mettre un maximum de choses en vue, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'allers-retours de marchandises avec des livres invendus qui ne trouveront jamais acquéreur ou alors par d'autres voies. Et donc il faut faire des échanges tout le temps pour pouvoir financer un stock quand même très très important, comme vous l'avez dit au début. Alors votre maison fête son centenaire et nous sommes heureux de pouvoir le célébrer avec vous sur la radio chrétienne. Merci. Quels sont les quelques grands enjeux qui s'ouvrent devant vous, Rainer Rumens? Alors le tout grand défi, je crois, quand on fête ce type d'anniversaire, c'est qu'on peut passer pour les vieux jeux, les ringards, et qu'on vit de sa gloire du passé. Alors c'est clair que l'UEPC est considéré comme une référence dans le monde francophone, c'est évident, mais ce qui est important pour moi, avec les difficultés du monde du livre, ça c'est pas lié uniquement aux livres d'inspiration chrétienne, c'est de continuer à intéresser un maximum de monde aux livres papier en ce qui nous concerne, et donc de montrer que nous avons aussi des initiatives qui sont cohérentes par rapport à, je dirais, au cœur du fonds que nous vendons. Et donc nous avons différentes initiatives et au niveau des rencontres au sens large du côté de l'interreligieux par exemple et de philosophie, mais aussi des démarches sociétales, puisque nous voulons davantage que par le passé nous inscrire dans la communauté, dans l'environnement dans lequel on vit. Donc on a aussi un certain nombre d'animations, de démarches qui sont il y a déjà 3-4 initiatives depuis le début de l'année en ce sens, pour dire, voilà, on fait partie du monde qui nous entoure. On n'est plus dans la tour d'ivoire, peut-être, qui aurait pu être considéré un peu comme moralisateur par le passé, de l'Église qui va dicter à ses ouailles tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut dire. On n'est plus du tout dans cette démarche-là. Et il est important qu'on en parle, puisque on garde quand même parfois ce cliché c'est vraiment que du catho qu'on vend. UEPC, nous sommes devenus une librairie généraliste où à peu près encore 30% concerne le religieux. Donc il y a eu un basculement avec le temps, mais aussi une volonté de s'ouvrir à un public plus large. Quels sont aujourd'hui les livres, ou bien en tout cas les thématiques les plus populaires? Alors, je dirais, c'est même la même chose du côté religieux ou du non religieux. C'est développement personnel, le bien-être. Comment est-ce que je peux trouver un équilibre de vie entre la vie trépidante que nous menons tous, particulièrement stressante, et arriver à me poser, à faire des réflexions sur moi-même, prendre du recul. Et donc, quels sont les livres qui pourront m'aider dans ce sens? Alors, ça va effectivement de la partie philosophique et religieuse, jusqu'à effectivement parfois des choses qui peuvent sembler plus de la superstition, mais à chacun ses choix et on doit essayer de respecter tant que ce n'est pas contradictoire par rapport aux valeurs que veut porter la maison. Quelle aventure! Alors vous êtes vous-même un féru de littérature, vous avez fait des études romanes peut-être, des études... Ah non, alors pas du tout. Moi je suis... je viens du monde, si on parle des clichés, capitaliste, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'économie. Je cite ça parce que je pense à quelque chose qui m'est arrivé. Donc après avoir travaillé 2 ans dans une entreprise commerciale, Brico pour ne pas la citer, j'avais postulé pour partir avec MSF, mais ni mon épouse ni moi n'avions une profession médicale, et donc de ce fait-là, on était déjà un peu hors jeu. J'ai postulé pour des entreprises, je dirais, à vocation plus sociale ou sociétale. C'est après 2 ans de travail dans l'économie, on était considérés comme voulant absolument gagner de l'argent, et la chose qui nous intéresse, c'était le capitalisme. Or, je pense que on a des possibilités là partout où on est, dans les fonctions que nous avons, qu'elles soient économiques ou non. Il y a la façon à laquelle on considère vouloir remplir le poste qu'on occupe. Donc il y a la formation, qui est, je dirais, la partie technique, et puis il y a les valeurs qu'on porte et l'attitude qu'on a dans ce travail.
Et ça peut être très, très différent d'une personne à l'autre, avec exactement le même boulot. Ça, c'est ma conviction personnelle, en tout cas. Et donc, moi, je suis aujourd'hui à l'UEPC, j'ai continué dans l'activité commerciale, mais il est clair que dans une librairie comme l'UEPC, déjà l'activité de libraire n'est pas une activité particulièrement rémunératrice, mais être dans le religieux, qui n'est pas naturellement une activité en explosion, c'est le moins qu'on puisse dire, le défi, il est tout autre, et la volonté et l'intérêt pour la fonction et ce que je fais au jour le jour est tout à fait différent que la partie rémunératrice, qui est un besoin naturellement pour pouvoir faire survivre une entreprise, ne nous mentons pas. Merci beaucoup Bernard. Dans cette émission, permettez-nous bien sûr de discuter de votre projet, cette librairie, mais également votre témoignage personnel. Alors permettez-moi de vous demander, avez-vous un souvenir d'enfance, un parfum particulier qui nous permettrait de peut-être un peu mieux vous comprendre, vous connaître aujourd'hui? Voilà, alors j'ai l'âge que j'ai, donc 57 ans, il n'y a pas de mystère. Donc mon histoire de souvenirs d'enfance est déjà relativement ancienne. Déjà, j'étais le plus jeune d'une famille avec des parents assez âgés, donc j'avais une grand-mère très âgée qui était très rigoureuse, très traditionnaliste, donc elle avait un mode de vie très austère et c'était important pour elle, avec de grands principes. Et puis ce qui m'a frappé, c'est que le jour où j'ai eu un arrière-cousin qui a conçu un enfant hors mariage, à une époque où ça se faisait vraiment pas beaucoup, ou en tout cas ce n'était pas su, toute la famille a tourné le dos lors de la naissance à cet arrière-cousin. Et c'est ma grand-mère qui a même engueulé son fils curé, mon oncle, en disant « mais il n'est pas question qu'on n'aille pas le voir, qu'on le laisse tomber ». Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on peut avoir une rigueur morale, mais ne pas être dans le jugement, et avoir quand même le moment où il faut, être dans la compassion. Et je trouve que ce sont des valeurs très importantes. Merci beaucoup Bernard. Je vous offre cette première page musicale. Nous nous retrouvons avec vous, Bernard Rumens. Vous êtes l'administrateur délégué de l'UOPC, cette dame centenaire qui est la grande librairie à Bruxelles, Oudergem. Bernard, dans cette seconde partie d'émission, permettez-nous de découvrir avec vous quelles sont vos sources d'inspiration, ce qui vous fait vibrer. En tout cas, partagez ces sources d'inspiration à nos auditeurs. Y a-t-il une personne, un visage que vous trouvez particulièrement inspirant? Alors, un visage, en tout cas, dès que je vois sa photo, ça me rappelle son discours et les valeurs qu'il porte. C'est Martin Luther King. Et donc, c'est l'idée de croire en ses rêves et d'oser les exprimer envers et contre tout pour faire avancer la société. Et donc, c'est vraiment une image qui porte toute une valeur rien que derrière la photo. Martin Luther King, vous avez une citation de lui que vous appréciez peut-être particulièrement? I have a dream. Je ne vais pas être très original de ce côté-là, mais c'est ça, c'est porter l'espoir de toute une génération, de toute une communauté, et oser l'affirmer et se battre pour que ces valeurs deviennent réalité, que ce rêve devienne réalité. Martin Luther King. Avez-vous un film que vous trouvez inspirant? Oui, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai vu le film Presque. Alors malheureusement, il n'a pas eu assez d'audience au cinéma, je pense. C'est un des rares films français récents qui m'ont vraiment fait rire, comme j'avais plus ri depuis longtemps. Mais donc, c'est un film d'Alexandre Jolien, que vous connaissez peut-être, donc philosophe suisse, et qui a aussi la particularité d'être infirme moteur cérébral. Et donc, il joue un peu de son handicap pour inverser les perceptions tout au long du film. C'est la perception sur lui-même, les valeurs que lui peut porter, le regard de la société sur lui, et ce que lui apporte à son compagnon de route, qui est Bernard Campan dans le film, donc un ancien des Inconnus, donc ce qui fait sans doute aussi, qui contribue à la drôlerie. Et c'était un duo qui marche extrêmement bien. Ça m'a fait un peu penser à la Mécanique des Intouchables. Voilà, une rencontre un peu, au fond même tout à fait incongrue, qui se termine par de belles valeurs philosophiques, je dirais. C'est un film sur le thème du handicap. C'est un film sur le thème du handicap, mais sur l'amitié avant tout. Donc le handicap n'est qu'un moyen de montrer que justement on peut voir au-delà du handicap
c'est un acteur porteur de handicap, mais le thème en soi n'est pas le handicap lui-même. Merci pour cette inspiration du film Presque d'Alexandre Jolien. Avez-vous un livre? Alors évidemment, vous nagez dans les bouquins, vous, à longueur de journée, de semaine, mais y a-t-il peut-être un livre que vous pourriez nous proposer comme étant inspirant? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais je n'ai pas le temps de lire les 50 000 livres qui rentrent pendant l'année, mais il y en a bien sûr qui nous marquent plus que d'autres. Et moi, dans les films les livres des 2-3 dernières années, c'est particulièrement S'adapter de Clara Dupont-Melot. Merci pour le coup de main, un petit trou là. Magnifique bouquin. Oui, tout à fait. Donc c'est un livre splendide dans le sens où il aborde un thème qui est moins abordé autour du handicap, justement. Vous aurez remarqué que je suis sensible au sujet. Il aborde le point de vue de la fratrie. Donc entre le fils qui était un indifférent et qui se prend d'amour pour l'enfant en difficulté, la fille qui est dans le déni et qui prend ses distances, et puis aussi le point de vue de l'enfant qui vient après le décès de l'enfant. Et je pense, c'est un livre qui sent le vécu pour être moi-même dans la situation, où on voit qu'il est important de ne pas négliger là aussi le point de vue de la fratrie qui souvent est oublié dans l'ensemble familial. On parle de l'enfant en situation de handicap, on parle des parents, mais la fratrie est très très importante aussi. Avec des sentiments qui sont compliqués à gérer pour eux, et c'est magnifiquement décrit. Et c'est aussi l'approche extérieure, la façon à laquelle elle le raconte est une bonne conteuse. Donc c'est un livre extrêmement facile à lire, ce qui naturellement ne gâche rien. Alors vous dites que c'est une situation qui vous touche? Oui, donc notre plus jeune, moi j'ai une fratrie de 3, dont le plus jeune est donc lourdement handicapé physique. Et donc ça a été, je dirais, un combat de tous les jours pour mener une scolarité normale, une vie de famille normale, pour trouver les parades, pour qu'on puisse quand même ne pas devoir mettre la fratrie justement au rythme de l'enfant handicapé, mais essayer que ce soit le porteur de handicap qui puisse suivre dans la mesure du possible un maximum la vie des autres. Et donc c'est ce type de vécu que nous connaissons bien, que je retrouve aussi dans certaines attitudes des enfants que je vais retrouver chez les miens. Donc ce bouquin qui s'appelle S'adapter de Clara Dupont-Melot. Oui. Ensuite, j'oserais vous demander de nous transporter dans l'espace pour nous proposer un lieu où vous aimez bien vous retrouver, vous êtes vous-même, Bernard. Voilà, alors moi j'aime bien me retirer, d'avoir une déconnexion totale, et donc mon endroit favori pour l'instant, il s'appelle Saint-Martin-de-Castillon, c'est dans le Luberon. Et le village en soi est un petit village du Luberon qui a son charme, qui n'a rien d'extraordinaire. Mais je pense à ça parce que l'endroit où nous allons, c'est un endroit avec quelques champs de lavande en bas dans la vallée, ou à moitié de la vallée. Et on a vu, avec des splendides couchers de soleil, sur ce petit village avec le clocher et les quelques maisons qui l'entourent. Et moi, ça suffit à faire mon bonheur. Je lève le nez de mon livre que je suis en train de lire pour me détendre, parce qu'à cette époque-là, en vacances, j'ai le temps de lire les livres et j'ai envie de lire les livres. Simplement lever le nez sur des magnifiques vallées aussi ondulées comme on peut les avoir dans le Luberon, c'est vraiment là que je trouve le temps de me ressourcer. Vous avez une résidence là-bas, non? On a des amis qui ont une résidence là-bas, et donc on y retourne de temps en temps. Je n'ai pas envie de vous poser la question. non, voilà, si vous voulez la redresse, on peut en parler. Voilà, peut-être que vous avez une grande bibliothèque là-bas. Non, ça non, justement. Je prends mes livres ou le service de presse pour lire en avance, pour avoir des petites idées. Et puis alors, j'ai la chance de pouvoir choisir plein de livres et de ne lire que ceux que j'ai envie de lire. Donc ça, c'est l'avantage de mon métier. Avez-vous une maxime ou une citation éventuellement biblique à nous partager? Alors, une citation biblique, moi je pense spontanément à « Alors leurs yeux s'ouvrirent », le passage des disciples d'Emmaüs. Je pense que d'autant plus vite que la société, plus c'est complexe, on a tendance à se replier sur nous-mêmes, à ne voir que le stress et que la fatigue.
et qu'on passe à côté de beaucoup de choses, alors que le Christ est parmi nous, et qu'on ferait bien d'ouvrir les yeux, et moi premier d'ailleurs, un peu plus souvent, vivre sa présence parmi nous et la partager avec ceux qui veulent bien nous rencontrer dans le sens de l'écoute et du partage. L'écoute et le partage, c'est vraiment un grand thème, bien sûr. Bernard, vous êtes donc responsable d'une librairie importante, à l'origine centre d'impression d'affiches de l'Église catholique de Bruxelles, et puis maintenant 70%, 70% de vos ventes ne sont plus particulièrement religieuses. Mais j'ose vous poser la question, si je peux me permettre, vous êtes dans une radio chrétienne, qui est Dieu pour vous ? Oh, ça c'est une question très complexe. Dieu, pour moi, est le début et la fin de toute existence, non seulement terrestre, mais ensuite. C'est pour moi le créateur avant tout de tout ce qui nous entoure et de tous les possibles à partager entre nous. Mais définir Dieu, c'est vraiment quelque chose qui, quelque part, je ne vais pas dire me dérange, mais je pense que une des particularités de Dieu, c'est qu'il est indéfinissable en lui-même ou en soi. Donc, ça c'est une question, je ne vais pas dire qu'elle est piège, mais elle est compliquée pour moi d'y répondre. C'est plutôt un vécu qu'une notion bien définissable, je dirais. C'est peut-être plus simple de parler de qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme il s'est fait homme, c'est naturellement nettement plus concret d'une certaine façon. Mais bon, je dirais Dieu et Jésus-Christ sont quand même intimement liés, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, quand on rencontre l'un, le but c'est naturellement, via le Christ, de pouvoir rencontrer Dieu, qui, oui, d'une certaine façon, est peut-être plus abstrait, mais qui est d'autant plus là, puisque... comme je l'ai dit, comme les disciples d'Emmaüs le disent, ouvrons les yeux et regardons autour de nous pour voir tout ce qui est tellement merveilleux dans le monde. Et ça, c'est grâce à Dieu qui a créé le monde. Quelqu'un qui a un emploi du temps comme vous, j'imagine que vous travaillez énormément. Vous êtes un indépendant, une petite entreprise, le business du livre, tellement de nouveaux livres par semaine. Comment vous ressourcez-vous ? C'est un challenge de tout le temps. Voilà, je viens de passer 3 jours sur l'eau pour retrouver mes amis d'enfance. Ça, c'est important, une fois par an. C'est ça les couleurs vives que vous avez sur le visage. Ah, tout à fait, oui, je sens, ça chauffe d'ailleurs, parce que il faisait pas super chaud, mais en tout cas, il y avait beaucoup de soleil, et donc j'ai pris quelques coups de soleil, effectivement. Mais donc, moi, c'est un peu me retirer du monde, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis. Arrêter le temps, parce que si je suis chez moi, je sais bien que c'est quand même très compliqué de réellement déconnecter de mon activité effectivement trépidante. Quand on est passionné par quelque chose, c'est difficile aussi de tout abandonner quand on ferme la porte du magasin. Et donc, effectivement, c'est vraiment un défi. Alors, il y a, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois dans mon discours, c'est la rencontre de l'autre qui est vraiment, pour moi, source d'inspiration. Dialoguer, être à l'écoute et trouver des gens avec qui on peut se poser un peu et en toute franchise, poser les questions aussi qui nous turlupinent pour partager des moments de réflexion, de vérité qui permettent de repartir ensuite. D'autant plus, j'espère, dans le bon sens, ensuite. Allez, quel est le prochain bouquin sur votre liste de lecture, Bernard ? Alors, je n'ai toujours pas lu le dernier livre de Pierre Lemaître, alors que je suis un grand fan. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Pierre Lemaître. Donc, il écrit des séries de livres. Au départ, c'était des romans policiers, mais actuellement, il est plutôt dans une série de livres qui font des tranches sur un certain nombre d'années, soit l'entre-deux-guerres, ça c'était la première série. Maintenant, il est dans l'après-guerre, et on suit des familles avec leurs déboires. Et ce que j'aime beaucoup chez Pierre Lemaître, c'est qu'il met le doigt, mais avec beaucoup d'humour, ou quelque part où ça fait mal, sur les petits côtés de l'homme, et comment est-ce qu'on redresse ça. Mais c'est à la fois, il dénonce les dérives de la société,
avec beaucoup d'humour. Et c'est une façon de faire sentir que voilà, on a tous nos petits côtés et peut-être qu'il vaut mieux en rire. Il y en a certains qui en ont bavé justement pour les bêtises ou les mensonges éhontés qu'ils ont fait en montant des entreprises sur des choses complètement farfelues et malhonnêtes. Et puis il y en a d'autres qui s'en sortent, mais son écriture, moi j'aime beaucoup son style. Redites-nous le titre du bouquin. Alors le titre du bouquin, le suivant, que j'ai pas encore lu, je vous avoue que je ne sais plus pour l'instant. C'est une série en fait. C'est une série, oui. C'est une série. Merci Bernard pour en tout cas nous avoir partagé vos sources d'inspiration. Je retiens le visage de Martin Luther King, un film récent de Alexandre Jolien qui s'intitule Presque, un film assez savoureux, assez drôle, nous avez-vous partagé sur l'amitié, un peu comme Les Intouchables, ce que vous nous avez partagé. Le bouquin, vous nous avez emmené dans l'univers de Clara Dupont-Moreau sur l'adaptation, comment une fratrie s'adapte à un handicap, et vous nous partagez que eh bien, ça vous inspire dans votre quotidien avec vos 3 propres enfants. Et puis, la citation biblique, vous vous êtes inspiré des disciples d'Emmaüs, alors leurs yeux s'ouvrir. Et puis vous nous expliquez que se ressourcer, eh bien, c'est vraiment précis. Et vous venez de faire du bateau. C'est ce qui explique vos couleurs vives sur le visage. Nous nous retrouvons directement après la pause musicale. Nous vous retrouvons, Bernard Rumens. Vous êtes notre invité aujourd'hui sur RCF. Vous êtes l'administrateur délégué de l'UOPC. Une ouverture pour chacun, UOPC. Grande librairie bruxelloise, grande dame qui fête ses 100 ans. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Vous ne les faites pas, vos 100 ans. Ah bah c'est gentil, vous êtes flatteur. Donc cette grande librairie a été créée il y a une centaine d'années, et puis il y a eu une vraie saga, il y a eu une véritable saga de l'UOPC. Elle a changé de main 5-6 fois. Lorsqu'on va sur votre site internet, on voit cette histoire qui démarre bien sûr en 1923, et puis on voit qu'elle passe d'une main à l'autre, elle passe à un moment donné par les assomptionnistes, et puis ça repasse dans une famille privée, puis vous la reprenez vous-même il y a quelques années. Racontez-nous un peu en 2 mots les points forts de cette saga incroyable de l'UOPC. Ben, je pense que on essaie d'évoluer avec la société, comme toute société, sinon on ne tiendrait pas 100 ans. Et donc, quand le métier de l'imprimerie n'était plus aussi, je dirais, individualisé que ce qu'il était, d'autres entreprises se sont mises en concurrence avec l'UOPC. Il a fallu penser à de nouvelles façons de diffuser le message chrétien. Et donc, voilà, il y avait une place à prendre puisqu'il y avait très peu d'importations en Belgique. D'écriture qui n'était pas belge, un peu de français mais avec beaucoup de difficultés. Donc là, l'UOPC a rempli son rôle comment ça s'appelait, l'union des œuvres de presse catholique au départ, comme c'était. Et donc là, la diffusion de presse catholique qui était tout à fait dans l'air du temps. Ensuite est venue la première génération qui n'a pas su passer la main à ses enfants, et c'est là où sont entrés les assomptionnistes dans le bal. Les assomptionnistes, ce sont les religieux qui possèdent le groupe Bayard Presse, La Croix, Journal La Croix, etc. Les éditions. Oui, c'est bien eux. Donc effectivement, oui. Et donc eux, ils ont porté cette activité en Belgique, effectivement. Enfin, c'est La Croix aujourd'hui, mais c'était La Croix de Belgique, je pense, à l'époque. Donc il y a eu une fusion et des problèmes de rentabilité, d'où la reprise ensuite de nouveau par des particuliers qui ont essayé de donner un nouvel élan commercial, tout en essayant de rester cohérent avec les valeurs d'origine de la maison. Et puis voilà, moi j'ai repris après l'ancien propriétaire, que je pense encore pas mal d'auditeurs connaissent ou ont entendu le nom, donc Jean-Marie Jamoul, qui lui a voulu porter ce projet jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Il a eu la vision de... Jean-Marie Jamoul vous est proche? Oui, tout à fait. Donc c'est mon beau-père. Et donc, ce n'est pas comme ça que ça s'est fait au début. Je n'étais pas du tout prédestiné à reprendre l'activité. J'avais mes propres activités dans la distribution. Par contre, mon ancien métier m'a rapproché de
l'activité d'une PME, alors que je venais de grandes entreprises. Je me suis beaucoup occupé d'aide et de redressement de papeterie, qui sont des petites entreprises avec des structures vieillissantes, avec des difficultés de succession. Et je dirais, on se retrouvait un peu dans ce cas de figure-là pour l'UEPC, c'est de savoir, à partir du moment où la figure inspirante d'une PME disparaît, comment est-ce qu'on envisage la suite. Et donc on a eu des débats en famille pour ça. Et puis l'étape suivante, maintenant, c'est mon épouse et moi qui menons l'entreprise vers les 100 ans. Et puis bien au-delà, on espère, c'est quand même l'objectif. Mais c'est un défi commercial, puisque non seulement au niveau religieux, mais au niveau type de produit qu'on peut vendre, la société évolue terriblement vite. Pour revenir un peu sur l'histoire, sur votre site internet, on voit que la librairie a été pendant environ 60-70 ans dans les mêmes bâtiments que l'Annonciature apostolique, le Chaussée de Wavre à Bruxelles. Oui, bâtiment partiellement classé d'ailleurs, où il y avait les parties écuries étaient avec la partie pour les cochers qui était un bâtiment classé je ne sais pas depuis quelle année, mais en tout cas ça a contribué aux difficultés de trouver une nouvelle destination au bâtiment, puisque évidemment dans le quartier européen il y avait beaucoup d'intérêt, mais une fois qu'il s'agit de bâtiments classés, ça devient plus compliqué pour toutes les parties. Et vous avez vous-même alors racheté cette librairie il y a quelques années. Pourquoi ? Voilà. Alors, moi j'étais c'est d'abord le décès de mon beau-père qui a fait que la question se posait de façon plus urgente, je dirais. Moi, j'avais dans l'idée de passer une reconversion professionnelle. J'ai fait beaucoup de rapports en tout genre pour des grosses boîtes internationales. Quand on est jeune, c'est probablement plus passionnant. Enfin, ça dépend de chacun, naturellement. Mais j'avais fait un peu le tour de devoir se justifier tous les 6 mois ou toutes les années pour faire des rapports qu'on ne sait pas trop si quelqu'un les lit, et pour finalement rapporter dans les grands groupes de l'argent à des actionnaires qu'on ne connaît même pas, qu'on ne voit jamais, et qui ne s'intéressent pas nécessairement énormément à l'activité. J'avais envie de revenir dans une structure plus petite et où je pouvais utiliser tout ce que j'avais appris pendant 30 ans de métier ailleurs, avec évidemment, étant dans la distribution, quand même un certain nombre d'acquis que je voulais pouvoir exploiter différemment avec une entreprise qui est porteuse de sens. Ça, c'était très important pour ma reconversion, c'est de trouver un emploi, puisque je suis quelqu'un qui suis un peu workaholic, comme on dit parfois. Workaholic, c'est-à-dire vous n'arrêtez pas de travailler. Voilà, donc j'ai un peu du mal à quitter le soir. Et donc, sachant que si c'est pour être dans cette démarche-là, qui n'est pas l'idéal, mais enfin c'est ma réalité, il faut que ça soit vraiment porteur de sens, beaucoup plus que ce que je faisais avant. En tout cas, l'impression que j'en avais. Et donc, les destins se sont croisés de ce point de vue-là. Et c'est effectivement dans l'évolution de l'entreprise aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, être acteur de la société et donc venir aussi en dehors de la partie commerciale avec des engagements sociétaux, des coups de main, des PME ou des associations, là où nous pouvons leur donner un peu des moyens. On a une grande salle où les gens peuvent se réunir. On va avoir une friperie bientôt, donc vente d'occasion, c'est un projet d'une école spéciale à Bruxelles qui s'est rendu compte que au sortir du secondaire, des jeunes porteurs de handicap avaient beaucoup de mal à se recaser professionnellement. Et donc ils ont décidé cette année-ci de lancer un projet de mini-entreprise, si je pourrais dire, où ils retapent, ils récoltent, ils rafraîchissent des habits, et puis ils vont venir les vendre chez nous. Voilà, parce qu'ils cherchent un local pour le faire. Et moi, ça me fait plaisir de soutenir ce type d'activité. Alors, lorsque vous avez repris la librairie donc de votre beau-père, quelle fut la réaction de votre épouse ? Elle vous a accompagné, elle vous a dit « Mais tu es fou !» Je pense qu'il y avait beaucoup de doutes et puis de peur de laisser tomber un certain nombre de gens qui avaient été fort loyaux par rapport à l'entreprise. Si on ne trouvait pas d'acquéreur, on avait des pistes qui n'aboutissaient pas vraiment à 100% ou qui n'étaient pas satisfaisantes par rapport au profil de l'acheteur. Et donc, mon épouse était plutôt partante en disant « Bon,
si c'est ça que tu as envie de faire et une solution en interne, ce sera mieux que de voir dépérir une entreprise qui ou complètement se transformer dans un sens où on ne souhaite pas. Une entreprise qui a été porteuse de sens et portée par mon père pendant plus de 30 ans. Le marché du livre semble tout de même relativement bien résister par rapport à la vague numérique. Dans le monde francophone, oui. C'est pas le cas dans le monde anglo-saxon où plus de 30%, c'est à peu près un tiers des livres, passent par la voie numérique. Aujourd'hui, les chiffres les plus récents qu'on a sur le marché numérique du monde francophone, c'est jusqu'à 7% de l'activité qui passe par l'achat numérique. Et alors, je ne parle pas de la lecture numérique, mais de l'achat numérique. Donc, il est important pour nous on sait depuis des années, expédier des livres. Donc, pour nous, ajouter un site, c'est la première chose que j'ai fait. Donc, vendre par numérique, ça ne change pas grand-chose pour nous, si ce n'est qu'il faut avoir un site efficace. Quel est le pourcentage de vos ventes Nous, on est dans les 2,5% pour l'instant. C'est pas grand-chose, en fait. Ce n'est pas grand-chose, effectivement, mais parce que nous avons aussi une clientèle qui continue à nous commander par mail ou par téléphone, par tradition. Nous avons une partie de notre clientèle qui est relativement âgée. Donc, quand on parle de 100 ans, nous avons des gens de 70 ou 80 ans qui nous ont raconté leurs souvenirs d'avoir acheté leur premier livre à l'UOPC. Il y a des témoignages très touchants. Et donc, ces personnes-là, souvent, ne vont pas aller chercher elles-mêmes sur le site, mais préfèrent que nous cherchions pour elles le livre qu'elles ont envie d'acheter ou le sujet qu'elles ont envie d'explorer. Quels sont les grands succès actuellement dans le monde de la librairie? J'imagine que vous voyagez peut-être en France, dans les pays limitrophes. Il y a peut-être des nouveaux modes de librairie, des nouvelles manières de vendre le livre, de l'amener dans la main du lecteur. Ce qu'on voit même en Belgique, ce sont des librairies, je ne sais pas comment il faut les définir, je dirais des librairies concept, c'est-à-dire que si on prône l'écologie, on va avoir la petite échoppe de produits bio avec de temps en temps une animation sur le bien manger et tous des livres qui sont plutôt dans ce sens-là. La même chose avec des magasins qui sont spécialisés en féminisme, qui sont des thèmes assez porteurs pour l'instant. Et donc on voit en France aussi beaucoup de librairies qui, plutôt d'être généralistes, deviennent plutôt spécialistes dans un créneau en complétant leur activité par des produits qui sont dans la même thématique mais qui ne sont pas nécessairement des livres. Il y a une autre chose, c'est qu'il y a eu les dernières années une explosion du manga, donc qui a l'avantage de ramener de la jeunesse dans les librairies. Et je dirais les libraires qui sont férus de grande littérature espèrent secrètement qu'un jour, à force de fréquenter les librairies, ces lecteurs de manga, en tout cas une partie, retournent aux livres papier, je dirais plus traditionnels. Donc, il y a des choses qui bougent, on le voit très bien. On voit le roman graphique, donc la BD entre l'histoire et la bande dessinée. Ce sont des créneaux qui sont très porteurs pour l'instant, mais qui ne sont pas, à proprement dit, le livre classique. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut surveiller pour rester à la page, pour ne pas être le vieux magasin de 100 ans, mais plutôt un magasin qui a 100 ans d'expérience et d'avance, en toute modestie, mais en tout cas qui peut porter plutôt des projets que de vivre sur son passé. Merci Bernard. Retrouvons-nous après cette page musicale. Dernière partie de notre rencontre avec le monde de la librairie et vous, Bernard Rumens, administrateur délégué de l'UOPC, cette noble dame qui célèbre ses 100 ans, son centenaire, librairie bien connue dans le Brabant, en fait, Bruxelles et la couronne sud de Bruxelles, puisqu'à l'origine, ce fut l'UOPC, ce fut l'imprimerie du diocèse qui a changé de main à de multiples reprises, maintenant qui est dans vos mains, Bernard, et vous êtes parti pour vivre cette aventure. Permettez-nous, si vous le voulez bien, de discuter à présent un petit peu du marché du livre en général. On le disait avant la pause, que la vague digitale faisait le malheur de la presse quotidienne, de certains magazines, alors que le livre, le bon livre de papier, résistait quand même relativement bien, en particulier dans le monde francophone. Alors vous faites partie peut-être d'un cercle de libraires, ou vous avez une association où vous analysez ces mouvements-là? Oui, je fais partie de la SLFB, donc
c'est le syndicat du livre, donc les représentants du monde du livre, soit pour favoriser justement l'éclosion et la progression de nouvelles librairies, soit aussi en partie pour le lobby auprès de nos instances politiques, en particulier pour l'instant le mouvement du risque de la TVA qui va monter sur les livres. Expliquez-nous. Alors, on parle donc dans la réforme fiscale de supprimer la TVA à 6 et à 12%. Donc ça veut dire que les livres en particulier, donc qui sont sous le régime de TVA de 6%, passeraient à 9%. Sauf que en Belgique, nous avons le décret sur le prix unique du livre, et donc ça veut dire qu'il faut respecter un prix qui se trouve imprimé sur le livre. Et donc, quand il y a une augmentation de TVA, ça veut dire que on ne peut pas répercuter l'augmentation du prix sur le prix de vente, mais que c'est le libraire qui va devoir avaler la différence. Là, sachant que la TVA des livres qui sont majoritairement français, en France, la TVA est à 5,5%. Donc c'est une part des maigres bénéfices qu'on peut faire sur le livre qui va venir de notre poche. Ce, après 12% d'augmentation salariaux l'année passée, où on a eu la même chose. Si je commande un livre depuis la Belgique sur une librairie en ligne française, je ne paierai que 5,5% de TVA. Oui, vous allez payer le même prix, donc effectivement, là-bas, ce sera 5,5, et chez nous, ce sera 6 aujourd'hui. Oui, pour le même prix du livre. Oui. Alors, on parle beaucoup de la question du prix unique du livre. Alors, pour nos auditeurs qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, pourriez-vous nous l'expliquer ? Ou quel est l'enjeu, en tout cas ? Oui, voilà. Alors, l'origine du prix unique du livre, c'était de protéger les auteurs, les petits acteurs du monde du livre, jusqu'aux libraires et toutes les personnes qui se trouvent dans la chaîne du livre, pour éviter que les chaînes, en particulier les grosses chaînes, ne bradent les prix des nouveaux livres qui se vendent en grand volume, et donc qui auraient amputé le bénéfice que chacun aurait pu gagner sur ce livre. Et donc, il a été décidé que le prix à appliquer par tout le monde est exactement le prix qui est affiché sur l'arrière, sur la couverture. C'est une forme de cartel, cela ? Ça fausse un peu la concurrence. Non, c'est justement pour éviter la concurrence, la concurrence déloyale avec des moyens différents, alors que le secteur culturel est quand même considéré pas comme un domaine marchand, mais justement un domaine de valeur sociétale à défendre. Et donc c'est le ministère de la Culture qui a organisé ça. C'est pas le syndicat du livre, mais c'est clair que le syndicat du livre était derrière cette demande d'essayer de stabiliser un peu les prix, parce que sinon... Bernard, lorsque on achète un bouquin, disons 10 €, comment se répartit le prix de vente et qu'obtient en fait l'auteur du livre ? Parce qu'il y a une chaîne de valeur assez importante. Oui. En gros, plus ou moins. Alors, un livre qui coûte 10 €, comment se répartit ? Sur les 10 €, l'auteur, il va toucher 30 à 50 cents. Il y a d'abord la TVA à enlever. Il y a le libraire qui a le plus gros coût d'infrastructure, qui lui va toucher une trentaine de %. Et alors il y a l'éditeur qui lui c'est dans les 20 à 25% qui va toucher. Et puis alors, dans le monde du livre, il y a encore le diffuseur et le distributeur. Donc les gens qui font la promotion, je dirais, la représentation des collections, et puis ceux qui sont considérés plutôt, disons, grossistes, pour prendre un terme un peu plus classique, dans la distribution. Et toutes ces personnes-là se partagent effectivement. Mais donc, malheureusement, l'auteur, effectivement, il doit se battre, à part les grands auteurs à succès qui arrivent à négocier des pourcentages un peu plus élevés. Sinon, c'est vraiment un métier très très compliqué pour en vivre, ça c'est évident. Donc l'auteur finalement touche 3%. Donc sur un bouquin de 10 €, il va toucher 30 à 50 cents. Et un auteur à succès va toucher combien environ ? Je vous avoue que je ne connais pas le contrat d'Éric Emmanuel Schmitt, mais je peux m'imaginer que ça sera plutôt plus proche des 10% que
les 3%, ça c'est certain. Ouais, c'est ça. C'est parfois le parcours du combattant pour quelqu'un qui a une bonne idée, qui voudrait éditer son propre livre. Alors on parle beaucoup maintenant d'auto-édition. Oui, alors l'avantage de l'auto-édition, c'est qu'on publie relativement facilement ce qu'on a envie de faire paraître, mais ensuite on se heurte à la difficulté de l'accès aux librairies, puisque les librairies fonctionnent comme avec le nombre de titres qui sortent à l'an, avec des systèmes de droit de retour, avec des ristournes qui leur permettent de vivre tout juste, mais qui leur permettent de vivre. Et l'auteur qui est en auto-édition, il a peut-être moins de frais des chaînes intermédiaires jusqu'au libraire, mais d'un autre côté, comme il a des petits tirages, s'il veut gagner quand même quelque chose, il n'a pas autant de marge à céder sur ses livres, et surtout, il n'arrive pas à avoir une bonne visibilité pour sa publication. Donc c'est très compliqué pour un auteur en auto-édition, même si en théorie ça paraît être très alléchant comme modèle. On observe pour le moment dans le monde du livre, en tout cas, des consolidations assez importantes. On a observé en France, notamment, il y a des fusions dans le groupe Vivendi et autres. On rachète, on fusionne des grands éditeurs et puis on doit en revendre d'autres. Donc il y a une consolidation relativement importante. Le livre religieux est-il menacé dans ce grand concert économique ? Le livre religieux, les maisons d'édition religieuses sont moins concernées. Il y a déjà eu des mouvements dans les dernières années. Et je dirais par rapport aux derniers mouvements sur le marché, je vois pas très bien quel est le risque de ce point de vue-là des maisons d'édition chrétiennes. Heureusement. Merci Bernard. C'est déjà compliqué, c'est comme ça. Merci Bernard Rumens de nous avoir accordé cette entrevue, de nous avoir partagé également votre vie, vos sources d'inspiration personnelles. On vous souhaite un bon centenaire et rendez-vous dans 25 ans. Oui, quand vous voulez. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.